Donc, bonjour tout le monde. Merci d'avoir rejoint cette formation d'aujourd'hui. Madame Touria, je vais faire justement l'introduction et puis... J'arrive pas à partager mon écran, Ah, Nadine. maintenant? C'est bon. Mhm. OK. Je vais seulement, voilà, partager la mienne et puis je m'arrête pour faire l'introduction. Vous voyez l'écran en plein écran ou bien en deux écrans? En plein écran pour moi. OK. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'avoir rejoint cette formation d'aujourd'hui. Dans le cadre des efforts d'Elsevier et du Centre national de recherche scientifique et technique du Maroc, CNRST, et surtout l'Institut marocain de l'information scientifique et technique, pour soutenir le développement de la recherche scientifique marocaine. Je voudrais remercier Madame Touria Slimani, Monsieur Rachid Assi et Monsieur Hicham Traché pour leur effort et leur volonté et disponibilité pour effectuer ce webinaire. Donc, je tends la main à Madame Touria pour prendre la parole. Bonjour. Donc, je vais partager mon écran tout d'abord. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, effectivement, mais vous pouvez justement le faire en plein écran. C'est bon? Très bien. D'accord, on commence. Bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour une deuxième présentation concernant l'IMUST. Et cette fois-ci, on va parler de l'accès à distance aux ressources électroniques, qui est connu sous le nom de e-ressources. Donc, avant d'entamer ce sujet, je vais passer sur quelques questions qui ont été posées la dernière session. Et faute de temps, je n'ai pas pu répondre, donc je vais synthétiser des réponses pour les fournir aux participants qui doivent attendre ces réponses. Ensuite, nous allons passer aux ressources électroniques pour un descriptif du contenu accessible par le consortium. Et enfin, je vais parler de l'accès à distance en le présentant ses prérequis, la procédure et tous les éléments qui se rapportent à cette solution. La dernière fois, comme j'ai dit, il y avait un certain nombre de questions qui sont restées sans réponse. Ces questions concernent 4 services et produits de l'IMIST, à savoir le PRSM, le portail des revues scientifiques marocaines, le catalogue national des thèses et mémoires Tobqal, le portail des thèses en cours de préparation Otrohati et la solution anti-plagiat Orkund. Les questions les plus récurrentes sur le PRSM étaient est-ce que les revues marocaines, quelles sont les revues marocaines qui sont indexées et est-ce qu'on peut considérer les revues du PRSM comme revues indexées? Le PRSM, c'est un portail qui regroupe un ensemble de revues scientifiques marocaines pour leur permettre une plus grande visibilité. C'est l'objectif du portail. Et l'IMIST, par ce portail, n'a pas cette qualité d'indexer les revues. Donc, les revues, une revue sur PRSM n'est pas automatiquement une revue indexée. Pour avoir la liste des revues indexées ou pour savoir la revue telle ou telle elle est indexée, soit elle existe sur le PRSM, soit ailleurs, vous avez des produits, des outils qui vous permettent de le faire. Il y a le SGR pour les revues sur Source. Et il y a qui vous permettent, ça c'est pour le PRSM. Pour le catalogue national des thèses et mémoires Tobqal,
On se demande comment accéder au test sur Toubkal. Toubkal est un catalogue qui est ouvert pour tout le monde, qui est utilisable pour tout le monde. Il n'y a aucune condition ou restriction pour accéder. Vous allez trouver des notices de thèse soutenues dans les universités marocaines. Pourquoi il y a pas le texte intégral pour plusieurs thèses? Pour la simple raison que nous n'avons pas l'autorisation de leur auteur pour diffuser leur texte intégral. Donc, si vous voulez trouver plus de texte intégral, il faut que les doctorants nous donnent plus d'autorisation pour diffuser leur texte intégral sur Otrohati. Ça ne dépend pas de nous, ça dépend des doctorants principalement. Est-ce que l'IMIS a une stratégie pour inciter les doctorants à partager leurs travaux? On ne cesse pas de lancer des campagnes de sensibilisation, d'informer et de parler de Toubkal et de dire que pour une meilleure visibilité des travaux et des thèses et de la production scientifique nationale dans les universités, il faut donner l'autorisation de diffuser ces travaux. Notre ambition, c'est d'avoir cette clause de permettre la diffusion du texte intégral de toutes les thèses contenues dans les chartes doctorales. C'est ça notre ambition et on espère avoir beaucoup d'autorisation pour que les chercheurs peuvent voir cette production scientifique et en tirer bénéfice. Pour le portail des thèses en cours de préparation Otrohati, il y a la question comment je peux ajouter mon sujet de Otrohati. Est-ce que toutes les thèses en cours de préparation dans les universités marocaines sur la plateforme Otrohati? Pour la première question, l'ajout, la modification, la suppression est une tâche des CEDOC. Ce sont eux qui peuvent le faire, c'est de leur ressort d'apporter les changements, les modifications. Ni le doctorant, ni l'IMIST ne peut le faire parce que ce sont les seuls qui ont la liste, qui ont les sujets. Donc, c'est à eux qu'il faut adresser toute demande d'ajout, de suppression ou de changement de titre de thèse, de sujet de thèse. Est-ce que toutes les thèses sont contenues? La dernière mise à jour date de juillet 2019. On a envoyé déjà un courrier aux universités au CEDOC pour faire la mise à jour. On espère bientôt avoir cette mise à jour sur la plateforme Otrohati pour avoir les sujets de thèse qui ont été inscrits pour l'année universitaire 2019-2020. Enfin, la solution anti-plagiat. Comment avoir un compte pour l'utilisation de l'anti-plagiat? Il y a deux catégories d'utilisateurs. Il y a les enseignants-chercheurs et les doctorants. Pour les enseignants-chercheurs, presque tous les enseignants ont des comptes. On a reçu la liste de ces enseignants de la part de l'université. On a créé presque tous les comptes. Je dis presque parce qu'il y a des adresses qui n'ont pas été envoyées ou changées. Donc, pour les enseignants qui n'ont pas encore de compte, ils peuvent nous contacter via antiplagiat@imist.moi pour leur créer leur compte. Par ailleurs, pour les doctorants, il faut obligatoirement passer par leur CEDOC. C'est le CEDOC qui se charge de regrouper ces listes et nous les envoyer. Et là, on peut faire la création. On crée un compte, on envoie un lien d'activation et vous avez votre compte. Mais sinon, on ne peut pas répondre aux demandes individuelles, même avec des attestations d'inscription, parce que pour l'instant, ce n'est pas le processus adopté. On ne va pas s'en sortir si on va se donner à cette création individuelle de compte. Donc, les CEDOC doivent vous transmettez vos demandes et vos informations au CEDOC et qu'ils nous transmettent ces données. On va vous créer les comptes. Il y a une question sur les documents en arabe et les doctorants qui travaillent sur des sujets en arabe. Est-ce qu'ils peuvent utiliser la solution anti-plagiat? Oui, parce que la solution peut détecter le caractère arabe, les documents en arabe. Donc, vous pouvez analyser vos documents sur la solution anti-plagiat. Cela dépendra des ressources contenues en arabe contenues dans le système. Elles sont minimes par rapport aux ressources en anglais, mais il y en a quand même et le système peut détecter tous
toutes ces similitudes ou la tout plagiat sur les ressources en arabe. Donc, c'était ça. J'ai essayé d'être brève pour laisser beaucoup plus de temps aux ressources électroniques. Donc, je passe aux ressources électroniques. Comme je l'ai déjà mentionné, en décembre 2007, les universités publiques marocaines et le CNRST sont réunies pour constituer un consortium pour l'acquisition des ressources électroniques. Les premiers abonnements et les premiers contrats ont commencé en 2008 et depuis là, on a eu des abonnements, des acquisitions et actuellement, on se retrouve avec deux types de ressources, les bases de données bibliographiques et de citation et des bases de données en texte intégral. Aujourd'hui, nous allons voir en détail à quoi le consortium, les doctorants, les chercheurs, les enseignants ont accès exactement. Pour les bases de données bibliographiques et de citation, on a trois. On a la base de données, les produits de Clarivate, d'Elsevier et de l'AMS. Pour Clarivate, vous avez accès à la base de données Web of Science qui contient la Core Collection, des index de citation régionaux tels que le Korean, d'autres index et le Medline. Il y a aussi, vous avez droit à accès à des outils analytiques tels que Insight, le Journal Citation Index, l'EndNote et d'autres produits. Pour Scopus, vous avez l'utilisation à Scopus vous permet d'avoir le Site Score Metrics, de la liste des journaux sur Scopus, les revues indexées sur Medline et d'utiliser le gestionnaire de notices bibliographiques Mendeley. Pour le Mathsinet de l'AMS, vous avez accès au Mathematics Subject Classification. Vous pouvez utiliser les citations, les bases de données de citation des revues et des auteurs. Et l'AMS Digital Mathematics Registry, qui est un registre qui contient le Journal List and Sources List. Pour le volet des ressources qui donnent accès au texte intégral, nous avons des produits de Science Direct, de Springer Link, de Kern et de JSTOR. Science Direct vous donne accès au texte intégral de plus de 2300 revues, dont plus de 1800 sont actives, sont des revues en cours, en plus de 1680 e-books. Pour le Springer Link, vous avez accès à 12 900 ouvrages électroniques, c'est-à-dire e-books. Pour la Kern, vous avez accès aux revues et aux e-books, 519 revues actuellement et 2500 titres d'ouvrages électroniques. Et enfin, pour JSTOR, vous avez accès à plus de 4000 revues savantes et plus de 6300 e-books. Nous allons voir le détail de chaque ressource. Pour Science Direct, vous avez des e-books et vous avez des revues, des journals. Pour l'e-book, il y a la collection Masson. C'est la collection la plus utilisée. L'acquisition s'est faite sur deux étapes, une en 2013 et la deuxième, je crois, en 2014. La collection Masson, c'est un ensemble de titres d'e-books en sciences médicales, en langue française. Ces e-books sont édités entre l'année 2007 et 2018. Vous avez accès au total à 747 e-books de la collection médicale Masson. Les book series ou les ouvrages en plusieurs exemplaires ont été acquis chez Elsevier et sont accessibles sur Science Direct. Vous avez accès à 303 volumes de book series. Ces book series ont été édités entre 2008 et 2013. Donc, tous les volumes de ces ouvrages en série sont accessibles à condition qu'ils soient édités entre 2008 et 2013. Pour la Freedom Collection, c'est la collection de base de Science Direct. Vous avez accès à toute la Freedom Collection, toutes les revues d'Elsevier publiées depuis 2004. Donc, la couverture est large. Toutes les revues publiées depuis 2004, vous y avez accès, ce qui fait à peu près un total de plus de 2300 revues, dont 1800 sont des revues actives. Si vous voulez avoir la liste de ces revues, vous pouvez vous rendre sur le lien suivant. Vous allez trouver la journal list de la Freedom Collection. Ici, une capture d'écran pour vous montrer comment identifier le contenu accessible sur Science Direct. Comme vous voyez ici, je suis passée
par les ressources. Donc, cette icône, vous identifiez l'emplacement de votre connexion. Moi, je suis connectée en utilisant le réseau du CNRST, le e-ressources. Et ici, dans cette flèche rouge, il y a une option ajoutée par Elsevier qui vous permet de filtrer votre recherche en cherchant uniquement sur le contenu accessible, Subscribe Journals. Donc, vous cochez cette option et votre recherche sera faite uniquement dans le contenu que vous avez accès. Pour Springer Link, l'acquisition est exclusivement concerne les ouvrages, les e-books, les ouvrages électroniques. Il y a 2 acquisitions qui ont été faites, une pour les ouvrages en français et une pour les ouvrages en anglais. Pour la collection en français, concerne les ouvrages en médecine et sciences et techniques édités de 2005 à 2013. Il est réparti comme suit, environ 2012 en médecine et 118 en sciences et techniques. Est-ce que je vais très vite, Nadia? Non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Ici, c'est le lien pour accéder à ces ressources et je vais vous montrer dans la diapo qui suit comment arriver à ce lien. Les e-books en anglais sont en sciences et techniques. Ce sont les e-books édités entre l'année 2013 et 2014 qui vous donnent un total d'à peu près 2666 e-books. Et ça, c'est le lien pour y accéder. La capture d'écran ici vous montre comment constituer votre filtre de recherche pour accéder à ce document parce qu'il n'y a pas un lien directement, mais vous pouvez, si vous n'utilisez pas le lien dans la diapo précédente, vous pouvez aller sur Springer Link, faire votre filtre sur les ouvrages en anglais, la langue anglaise. Le type, ce sont les e-books et l'année d'édition, c'est 2013 et 2014. Ici, Start Year 2013 et End Year 2014. Et ici, vous cochez pas cette option, sinon vous aurez dans les résultats des résumés, des previews, des documents auxquels nous n'avons pas accès. Donc, décochez cette option pour n'avoir que les ouvrages pour lesquels nous avons accès. Ça, c'est pour les ouvrages en anglais. Pour les ouvrages en français, c'est le même filtre. Les filtres sont élaborés ici. Vous allez choisir Refine Your Research en choisissant dans la langue French. Dans le type document, ici, il est en bas, les books. Et ici, il y a l'année d'édition, date published, c'est 2005. Ce sont tous les e-books en français. Sont des e-books édités entre 2005 et 2013. Et là, vous allez vous retrouver avec les listes des résultats pour tous les ouvrages en français accessibles sur Springer Link. Pour Kern, c'est une ressource en français, exclusivement en français. Il y a 2 types, il y a les revues et les e-books. Pour les revues, elles sont, comme j'ai dit, en langue française et couvrent tous les domaines des sciences humaines et sociales. Jusqu'à mai 2020, nous avons accès à 519 revues. Et en 2015, je pense, on a fait l'acquisition d'un lot de 2500 e-books dans les sciences humaines et sociales. Vous pouvez accéder à ce contenu via la plateforme kern.info. C'est la plateforme de Kern. Ici, par défaut, ça vous ramène directement vers les revues. Pour voir la liste de ces revues, vous cliquez sur ce bouton, vous allez avoir toutes les revues et vous pouvez faire vos recherches sur les revues sans aucun filtre parce que vous avez accès à toutes les revues. Pour les e-books, par contre, il y a des réclamations des gens qui font la recherche qui ne savent pas identifier le contenu accessible. Donc, la capture d'écran suivante montre comment identifier les ouvrages accessibles. Vous le faites via la recherche simple. Et sur la page des résultats, vous faites vos filtres, vous cochez le texte intégral accessible et vous cochez le type d'ouvrage qui est le type de publication qui est les ouvrages. Sinon, vous pouvez passer par la recherche avancée et dans les filtres, vous allez choisir le type de publication ouvrage et vous allez cocher l'option texte intégral et chercher après avoir renseigné vos termes de recherche et vous allez avoir les résultats des ouvrages auxquels vous avez uniquement accès.
Enfin, on arrive à une ressource qui est très riche, qui est très intéressante, c'est la GStore Journal Storage. C'est une initiative d'un ensemble d'éditeurs et des publishers, des universités surtout australiennes et américaines, qui ont permis l'accès à leurs publications et donné un accès préférentiel aux pays en voie de développement pour encourager la recherche scientifique dans ces pays. Vous avez trois types de documents auxquels vous avez accès. Vous avez accès aux e-books, aux textes, aux revues et des ressources primaires. Pour les e-books, GStore met à la disposition du consortium 6300 e-books, tous domaines confondus. Donc, vous pouvez trouver tous les domaines, les sciences humaines et sociales, les sciences et techniques, dans tous domaines confondus. Vous avez aussi accès au texte intégral de plus de 4000 revues dans tous les domaines, en plus d'une collection de ressources primaires qui contient la collection Global Plant. C'est une collection thématique en botanie et plant science. C'est une collection très riche pour les gens les étudiants, les chercheurs en botanie. Elle contient 56 collections et chaque collection contient beaucoup de contenu. Et ça, c'est le lien direct vers cette collection. Il y a aussi la collection Struggle for Freedom, in Southern Africa. C'est une collection qui s'intéresse à tout ce qui a été produit sur les luttes pour la liberté, des mouvements de liberté en Afrique de Sud. Cette production regroupée en 76 collections. Vous allez trouver des articles de journaux, des photos, des articles et plein d'informations sur ce lien. Enfin, il y a la collection de World Heritage Sites Africa. Ce sont 29 collections qui tracent l'histoire, la culture de certains sites historiques, archéologiques africains. Elle est accessible sur le lien d'Aluka. Donc, c'était ça le descriptif de ce que vous avez accès via le consortium. Toutes les ressources électroniques mises à votre disposition, vous pouvez y accéder et l'utiliser comme vous voulez. Comme vous savez, il y a deux modes d'accès aux ressources électroniques. Il y a le mode sur le campus universitaire dans les établissements ou les universités membres du consortium et il y a l'accès à distance. L'accès à distance, c'est une solution développée par l'IMIST et lancée en 2015. Beaucoup de questions posées lors de la dernière session qui croient que la solution était conçue spécialement dans la période confinement. Elle concerne uniquement cette période. Non, la solution existe déjà depuis 2015 et continue à exister parce que c'est une solution qui a été mise pour soutenir l'accès aux ressources électroniques, permettre aux étudiants, enseignants, chercheurs d'accéder à ces ressources, quel que soit leur lieu de travail. Qui peut utiliser ces ressources, toutes les universités marocaines membres du consortium et qui ont déjà signé avec le CNRST et l'IMIS la convention du projet pour l'accès à distance peuvent y accéder, à savoir les chercheurs, les étudiants, chercheurs, les doctorants, les étudiants dans le cycle normaux et le staff technique et administratif. Cet accès est fait via un identifiant, un mot de passe qui est fourni par l'université ou par l'IMIST à condition d'avoir un compte institutionnel. Et là, je m'arrête un peu pour vous donner un petit éclaircissement. La création de compte n'est pas faite exclusivement par l'IMIST. Au départ du projet, la convention stipule que la création de comptes doit se faire par les universités. Toutes les universités ont l'administration et l'outil administratif pour créer des comptes pour leur communauté, chercheurs et étudiants-chercheurs. L'action de création des comptes par l'IMIS pour Madame Touria, votre son a coupé pour quelques secondes. Est-ce que vous pouvez répéter justement la dernière phrase? D'accord, je veux dire, je voulais
mentionner que la création de comptes se fait principalement par les universités marocaines, les universités membres du consortium. La convention stipule cela. Toutes les universités ont la main via leurs composantes techniques pour créer des comptes pour leur communauté, à savoir les chercheurs et les doctorants et les enseignants. La création de comptes par l'IMIS, c'est une action complémentaire. C'est pour soutenir les universités et les aider à créer plus de comptes. C'est juste pour préciser. La tâche principale revient aux universités pour créer le compte à leur communauté et nous, on est là pour les soutenir et les aider à créer plus de comptes. Donc, vous pouvez adresser votre demande en premier aux universités, comme vous pouvez l'envoyer en deuxième lieu à l'IMIS sur l'adresse erconsortium@imis.ma en contenant votre email les informations suivantes, s'il vous plaît. Votre nom et prénom, votre fonction, vous êtes étudiant, doctorant, enseignant ou staff administratif ou technique. Votre établissement, l'école ou faculté qui dépend de votre université et principalement, s'il vous plaît, votre adresse institutionnelle fournie par votre université. Avant de passer à cette diapo, je vais citer quelques informations. L'IMIS ne crée pas d'adresse institutionnelle. Nous recevons des demandes de création de mails institutionnels. On n'a pas la main ni l'habilité de créer des comptes institutionnels. Les universités sont les seules habilitées à le faire. Donc, on ne peut ni créer des comptes institutionnels, ni changer de mot de passe, ni résoudre le problème d'accès à la boîte institutionnelle. J'espère que c'est clair pour vous parce qu'on reçoit beaucoup de demandes qui nous disent qu'ils n'ont pas d'adresse institutionnelle, qui nous demandent de leur en créer une. Nous, on crée, en se basant sur votre adresse institutionnelle, un compte pour accéder aux ressources électroniques à distance. Une fois votre compte créé, vous allez vous retrouver avec vos identifiants pour accéder à la plateforme. Vous allez renseigner votre email institutionnel ici, vous allez renseigner votre mot de passe et valider l'accès. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez utiliser ce lien pour vous envoyer, pour réinitialiser votre mot de passe. Juste, il faut savoir qu'un ticket ou une notification vous sera envoyée sur votre boîte qui sera valable pour 24 heures. Au-delà de 24 heures, le ticket est obsolète. Vous ne pouvez pas changer le mot de passe. Donc, vous devez immédiatement, vous avez choisi l'option de changer votre mot de passe, de le faire immédiatement. Sinon, vous pouvez modifier votre mot de passe parce qu'on vous envoie un mot de passe que vous êtes appelé à le modifier et utiliser votre propre mot de passe. Ici, vous allez voir les contacts techniques de vos universités. Presque toutes les universités qui figurent ici toutes les universités ont signé la convention, à part l'université Hassan II, comme je pense que vous le savez maintenant. Nous ne créons pas de compte et ressources pour l'université Hassan II pour la simple raison que l'université n'a pas encore signé la convention du projet accès à distance avec l'IMIS CNRST. Donc, ici, vous n'allez pas trouver le contact de l'université Marrakech et de UCMS pour la simple raison que nous n'avons pas reçu d'adresse ou de contact à mettre ici. Donc, dès qu'on reçoit cette information, on va la mettre ici. Mais sinon, l'université Sultan Moulay Slimane et l'université Qadi Iyad font partie du projet d'accès à distance et leur communauté peut utiliser l'accès à distance. Donc, une fois identifié, vous allez vous retrouver avec ces ressources dont j'ai fait la description tout à l'heure. Vous avez accès à Science Direct, à Scopus, toutes les ressources que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, je reviens encore une fois pour rappeler quelques principes et quelques informations qui concernent les emails institutionnels et le compte ressources. Pour l'email institutionnel,
l'adresse institutionnelle, encore une fois, est une exigence. C'est une exigence pour avoir un compte d'accès à distance aux ressources électroniques. Nous avons des contrats qui nous lient avec les fournisseurs. Votre adresse institutionnelle, c'est notre seul moyen de savoir pour nous et pour que le fournisseur, l'éditeur sache que vous faites vraiment partie du consortium et vous êtes un utilisateur éligible pour accéder à ces ressources. C'est grâce à votre adresse institutionnelle et votre domaine, on peut savoir que vous faites partie au consortium et que vous avez droit pour accéder à ces ressources. Encore une fois, ce sont les universités qui sont les établissements affiliés à l'université, les facultés, les écoles, les seuls habilités à vous donner vos mails institutionnels. Pour tout problème d'accès à la boîte email, ou là, le changement de mot de passe, ou n'importe quel problème, vous contactez votre université, votre composante technique, la composante technique de l'université ou de la faculté pour vous résoudre ce problème. Madame Touria, est-ce que vous pouvez partager une autre fois l'email sur lequel ils peuvent envoyer une requête pour avoir l'accès à distance s'ils ont un email institutionnel déjà? Oui, c'est déjà passé dans cette diapo. Oui, je vais le mettre Voilà. sur le chat. Donc, voilà. erconsortium@imis.ma. OK. Donc, tout le monde, voilà, j'ai mis les détails sur le chat. Vous pouvez le prendre, copy and paste, pour voilà, envoyer votre requête. D'accord. Donc, nous recevons des demandes de création de compte avec des emails institutionnels de l'université l'université Mohammed V qui ne sont plus en vigueur. Nous avons eu une recommandation de la part de l'université Mohammed V qui stipule que aucun email autre que les emails ayant le domaine @um5.ac.ma ne sont acceptés ou admis pour créer vos comptes. Tous les emails de type @um5net ou la um5s ou la EMI ou la research, tous les étudiants de la communauté qui relève de l'université Mohammed V doit avoir un email institutionnel de type @um5.ac.ma, sinon on ne peut pas leur créer un compte d'accès à distance. Donc, encore une fois, c'est une recommandation, c'est une exigence de votre université et pas de notre part. On reçoit également des demandes d'étudiants, doctorants qui relèvent d'institutions autres que les universités marocaines. Demande de création de compte, on ne peut pas créer de compte pour ces personnes malheureusement parce que l'accès à distance est réservé aux étudiants, chercheurs, enseignants affiliés à des universités marocaines publiques qui sont membres du consortium marocain pour l'acquisition des ressources électroniques. Les 12 universités marocaines, toutes les universités publiques marocaines sont membres du consortium. On leur crée volontiers des comptes parce que c'est leur droit. Sinon, les autres établissements qui ne font pas partie du consortium, on ne peut pas le faire pour eux, malheureusement. D'autres précisions qui concernent le compte e-ressources, on reçoit des emails qui contiennent toutes les informations, nom, prénom, adresse institutionnelle, mais ces informations sont envoyées à partir d'un email de type Google ou la Yahoo ou la Hotmail. On crée les comptes en utilisant l'adresse institutionnelle contenue dans l'email et les identifiants sont envoyés à cette adresse institutionnelle. On n'envoie pas les identifiants aux adresses Gmail ou la Google ou la Hotmail. On envoie à l'adresse institutionnelle que vous avez mentionnée dans le corps du message. Donc, si vous ne recevez pas sur vos boîtes Gmail, veuillez voir vos boîtes institutionnelles parce que c'est là qu'on envoie les identifiants. Le mot de passe, comme j'ai expliqué tout à l'heure, peut être récupéré à travers l'option mot de passe oublié sur la plateforme e-ressources.imi.ma sur la capture d'écran que je vous ai montré. Et enfin, le compte e-ressources est valide après le confinement et tant que vous êtes affilié à l'université et votre adresse institutionnelle est active.
J'espère que j'ai fait le tour de toutes les questions relatives à l'accès à distance concernant les ressources accessibles et concernant l'accès à distance. Je vous remercie pour votre attention et bienvenue à vos questions. Merci. Nadine? Oui, Madame Tourian. On passe aux questions. Oui, s'il vous plaît. Et si vous pouvez voir la liste des questions, vous pouvez aussi voir Answer Live, Type Answer. Donc, la question que vous allez répondre, s'il vous plaît, tapez sur Answer Live, puis Done, quand vous avez déjà répondu. Comme ça, on la transmet dans l'autre boîte, comme ça, on a seulement les questions qui ne sont pas répondues. Bon, il y a des questions, je pense, qui étaient posées avant le début de la formation et dont la réponse a été contenue dans la formation, donc je vais le passer. I talk to that cannot access. Madame Touria, si vous allez passer des questions qui sont déjà couvertes durant la présentation, vous pouvez aussi taper sur Answer Live et puis Done. Comme ça, vous allez la mettre dans l'autre boîte. Oui, oui. Est-ce que l'Institut agronomique et vétérinaire, non, l'IAV ne fait pas partie du consortium. Il y a une question sur l'accès à Insight Journals. Nous avons transféré la requête à Clarivate et ils sont en train de vérifier s'il y a un problème technique, mais sinon, avec votre compte Web of Science, vous pouvez accéder à Insight. Ils vont vérifier s'il y a un problème technique, ils vont le régler incessamment. Bon, c'est comment avoir un accès WOS et Scopus. Vous devez avoir un compte d'accès à distance. J'ai expliqué comment l'avoir dans la présentation. Je vais contacter les bureaux. Nous n'avons pas accès à Engineering Village ni à Saival. Le seul contenu que nous avons accès, c'est le contenu que je viens d'exposer, ma présentation. Mais sinon, nous n'avons ni Engineering Village ni Saival. Pardon. Non, le consortium concerne uniquement les universités publiques marocaines. Une question sur compte que j'ai répondu. Pour les comptes, les chercheurs peuvent nous envoyer directement un email parce que le nombre il est minime. On a déjà créé pour la majorité des enseignants. Pour les doctorants, ils doivent obligatoirement passer par leur CEDOC. Je n'ai pas reçu de réponse sur ma demande de création de compte. On s'excuse, nous avons beaucoup de demandes. Merci de nous transférer votre première demande, on va essayer de la traiter incessamment.
où on peut trouver la présentation. Les présentations ou l'enregistrement sera déposé plus tard et vous serez notifié soit via le Facebook ou notre page ou la page de Elsevier Community ou là sur notre site IMIST. Une question sur les attestations, vous contactez Nadine. Oui, j'ai déjà répondu à ça. Est-ce qu'on doit envoyer le message à Eurosource à partir d'un email académique? On préfère ça, mais même si vous envoyez à partir d'un autre email, si le corps du message contient votre email institutionnel, on va vous créer un compte et on va envoyer les identifiants à votre email académique. Combien de temps j'ai le droit de garder mon adresse email institutionnelle en tant que doctorant après la soutenance? C'est une affaire à voir, s'il vous plaît, à votre université. Bon, je n'ai aucune information là-dessus. Est-ce que le LIMIST a un projet d'élargir leur base de données d'accès aux articles et livres? Pour élargir l'offre électronique, il y a un processus. Il y a un processus qui est suivi. Il y a des propositions qui doivent… si vous avez une proposition, vous devez la remonter à votre université. On collecte les requêtes, les demandes des universités. Les universités doivent exprimer leurs besoins. On soumet cette proposition à tout le consortium et si toutes les universités voient que c'est une ressource intéressante à acquérir, on engage les processus de négociation et d'acquisition, soit une acquisition pérenne pour les e-books, soit un abonnement pour les articles ou les autres types de bases de données. Quel est le meilleur gestionnaire de référence, un nom ou Mendeley? Bon, je ne peux pas vous répondre parce que tout simplement, je ne sais pas, ça dépend de l'outil que vous vous sentez à l'aise avec quand vous l'utilisez. C'est un peu subjectif. Oui, vous allez avoir la présentation. Mon problème concerne l'accès à e-ressources. J'ai mon compte et mon mot de passe. C'est rarement que le site s'ouvre. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que je vois ce type de réclamation. En principe, le site, la solution e-ressources est toujours accessible. On l'utilise quotidiennement. On la teste pratiquement chaque jour. On l'utilise plusieurs fois pendant la journée. Donc, elle est accessible. Peut-être que vous avez un problème de connexion de votre part, mais sinon, actuellement, la base de données, l'anti-plagiat, le site est fonctionnel. Pardon, je défile les questions. Excusez-moi, ça constitue aussi des boîtes. Est-ce que les emails constituent aussi des boîtes de réception et d'envoi de messages ou juste un email d'accès aux bases de données aux ressources? Normalement, elles doivent être une boîte de réception d'envoyer et de recevoir parce que là, quand vous envoie vos identifiants, et vous devez accéder à votre boîte de réception pour récupérer les identifiants. Mais avoir uniquement une adresse, ça ne vous servira pas à trop de choses. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la présentation vous sera envoyée, bien sûr. Vous allez trouver le lien sur notre site, la page Facebook.
Y a-t-il une convention avec l'Université Mohamed Ier pour l'accès à la ressources? Oui, oui, l'Université Mohamed Ier bénéficie de l'accès à distance. Comme je l'ai mentionné, la seule université qui n'a pas signé la convention, c'est l'Université Hassan de Casablanca. Non, les doctorants de première année ne peuvent pas malheureusement utiliser parce que le nombre de comptes il est limité à 30 000. Donc, on est déjà à 20 000. Donc, c'est la seule façon d'optimiser l'usage de ces comptes, c'est de limiter un peu ce critère d'année d'études. Les publications sur les revues PRSM sont-elles reconnues par les universités marocaines? Je ne sais pas si la revue est indexée sur Scopus ou Web of Science, je pense que oui, mais sinon vous pouvez voir avec votre université pour vous dire si cette revue est admise pour y publier ou non. Sultan Moulay Slimane utilise également la plateforme Eurosource. On crée des comptes pour cette université également. Bon, pour toutes les questions concernant les attestations de formation, je vais les laisser pour Nadine, c'est elle qui va s'en charger. Le son coupe pour Sophia, le son a coupé lorsque j'expliquais la méthode de connaître aussi la revue indexée. Il y a si vous voulez savoir si une revue indexée sur Scopus, vous pouvez utiliser l'outil SGR. Il contient toutes les revues indexées qui sont sur Scopus. Et pour les revues sur Web of Science, vous pouvez utiliser le JCR pour savoir si une revue est indexée. Est-ce que l'accès est possible après avoir quitté l'université? Si votre université vous restricte l'accès à votre adresse institutionnelle après la soutenance, donc vous ne pouvez pas avoir accès à Eurosource. Les institutions de recherche qui ne relèvent pas des universités ne sont pas concernées par l'accès à distance ni par l'accès aux ressources électroniques. Est-ce que les étudiants de première année ont droit à l'adresse institutionnelle? Je pense que oui, pour certaines universités, tous les étudiants de la première année au cycle doctoral ont des adresses institutionnelles. Mais vous pouvez revenir à votre université pour vous en assurer. Les bases de données scientifiques en sciences humaines, il y a Kern, la base de données Kern qui contient des revues et des e-books, mais aussi le domaine des sciences humaines et sociales est couvert dans Science Direct, dans JSTOR. Vous pouvez trouver de la production scientifique en sciences humaines sur toutes ces ressources. Nadine, est-ce que j'ai toujours le temps pour répondre aux questions? Oui. Je ne peux pas empiéter sur votre temps.
Oui, oui, non, c'est pas grave. Donc, vous pouvez, voilà, justement, jusqu'à ce que vous sentez que ça couvre la majorité des questions. Et après ça, je peux, voilà, continuer ma présentation. D'accord. Pour les gens qui réclament, qui n'ont pas encore eu leur identifiant ou une réponse à leur demande de création de compte, merci de nous transférer votre message une deuxième fois si le délai de réponse a dépassé une semaine. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas en perspective la possibilité d'accéder au full text sur Scopus? Scopus ne contient pas du full text. Il contient des liens vers les articles chez les fournisseurs qui détiennent ce contenu. Mais Scopus ne contient pas le full text. Euh, Pardon. Les comptes pour accéder aux ressources est différent de celui pour accéder à anti-plagiat, est différent du compte créé, de votre compte sur la bibliothèque. Ce sont des comptes différents. Le compte e-ressources vous donne accès uniquement aux ressources électroniques. L'anti-plagiat, c'est pour utiliser la solution Urkund anti-plagiat. Et le compte de bibliothèque, c'est pour bénéficier des services de la bibliothèque. Donc, pas de relation entre ces comptes. J'ai déjà répondu à cette question. Les universités privées non plus n'ont pas accès aux ressources électroniques du seul fait qu'elles ne font pas partie du consortium. Ça veut dire quoi une revue indexée? Je vais laisser le soin de répondre à cette question à Nadine parce qu'elle va traiter tout à l'heure la base de données Scopus. Donc, certainement, elle parlera des revues indexées. Les ressources pour les fonctionnaires, comment peuvent-ils avoir les ressources? S'ils ne sont pas affiliés à une université, ils ne peuvent pas malheureusement le faire. Mais sinon, si vous êtes inscrite à la bibliothèque, vous pouvez contacter votre bibliothèque, la bibliothèque de l'IMIST. Elle va vous diriger vers la manière de bénéficier de ressources électroniques. Donc, c'est ça. J'ai répondu à cette question. Donc, pour toutes les propositions d'acquisition de nouvelles ressources,
vous adressez vos demandes à votre université qui les remonte au consortium et c'est là que les propositions se discutent pour voir l'opportunité d'un éventuel abonnement ou l'acquisition. Ça, c'est pour les nouvelles ressources. Et s'il y a une ressource qui est proposée par l'IMIS, on la soumet encore à l'université pour la tester et pour nous donner leur avis et juger de l'importance de la ressource, si elle doit être acquise ou pas. Qu'en est-il du DOI pour les articles des revues de l'IMIST? J'ai déjà parlé de la présentation présente des DOI. C'est un projet de l'IMIST. On vient d'être admis, l'IMIST CNRST vient d'être admis comme agence pour créer son DOI. Et dans le projet, de ce projet, l'étape qui vient, c'est octroyer des DOI à tous les articles des revues hébergés sur le portail des revues scientifiques marocaines PRSM. Donc, ça va venir incessamment, Inch'Allah. J'ai déjà répondu à cette question. L'IMPT, non, il n'est pas contenu dans les conventions et ne fait pas partie du consortium. Il y a un problème sérieux récemment. Vous avez lancé la création de ORCO dans l'université Abdelmalek Sadi, mais ça ne marche pas du tout avec les doctorants qui ont un compte de type. Oui, effectivement, on vient de créer un ensemble de comptes, je crois, c'est 800 là, plus pour les doctorants, suite à un envoi de l'université de la liste de ses étudiants. Je ne sais pas c'est quoi le type de problème, mais en principe, à la suite de la création, on vous envoie un email pour activation de compte que vous avez activé pendant les 96 heures qui suivent la création de votre compte. Donc, soit que vous n'avez pas activé votre compte pour l'utiliser, mais sinon, s'il s'agit d'un problème d'un autre type, veuillez s'il vous plaît nous contacter sur antiplagio.imis.ma pour nous expliquer le type de problème. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris le troisième point des questions synthèse. Le troisième point, c'était je crois, c'était Otrohati. Donc, Otrohati, on reçoit des questions et des demandes pour changer le sujet de thèse en cours ou bien ajouter. On ne fait pas cette opération. Cette opération est du ressort de votre CD. Vous contactez votre CD pour formuler votre demande, soit pour changer le titre, soit pour ajouter, soit pour supprimer. Donc, c'est le CEDO qui se charge de toutes ces opérations et pas l'IMIS. J'ai déjà répondu à cette question. On a accès à Engineering Village et Novel au Maroc, à moins que ce soit un accès qui est réservé à cette période de confinement, oui, mais un accès suivant un contrat avec Elsevier, non, nous n'avons pas de contrat qui stipule l'accès à Engineering Village ou à Novel. Vous pouvez accéder actuellement parce que c'est la période de confinement, là c'est une période
d'ouverture d'accès, c'est comme c'est le cas pour plusieurs d'ailleurs éditeurs. Là, permettez-moi d'évoquer une question. Sur le site de l'IMIS, nous avons créé un spécial Covid-19 où on recense, inventorie les ressources des éditeurs et des publishers qui ont donné accès à leur contenu, spécialement cette période de confinement. Donc, tout le contenu qui est accessible sous cette rubrique de Covid-19 est lié essentiellement à la période de confinement ou la période du coronavirus. Une fois cette période terminée, vous n'aurez pas l'accès à ces ressources. Donc, vous en profitez tant que c'est permis. Vous allez trouver une multitude de ressources sous cet onglet, sous le site de l'IMIST, www.imist.ma, la rubrique spéciale Covid-19. Vous allez trouver des ressources électroniques de Elsevier, de Springer, de Kern, des éditeurs avec qui on est lié par un contrat et des éditeurs, d'autres éditeurs de partout le monde. Donc, il y a de bonnes ressources à exploiter. Il y a la Cochrane Library en médecine, c'est très intéressant. Il y a GeoWord, la géographie, donc plein de ressources. Je vous invite à consulter cette rubrique sur le site de l'IMIST et profiter de l'accès pendant cette période de confinement. La plupart des étudiants ont envoyé le email à leurs universités, mais pas de réponse à la solution. Donc, peut-être que c'est dû à cette période de confinement où le travail est suspendu dans plusieurs entités, où là, le personnel est absent, où là, beaucoup d'autres, je ne sais pas, mais vous pouvez nous envoyer votre demande et on va essayer de la traiter incessamment, Inch'Allah. Donc, je pense que les questions commencent à se répéter. C'est toujours les mêmes réponses, les mêmes questions. Combien il me reste, Nadine, pour du temps? Nadine? Oui, Madame Touria. Donc, si vous voyez que vous avez couvert la majorité, on peut avancer sur l'agenda. Pardon, Nadine? Oui, Madame Touria, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai vu ici une question que donc, ce sera la dernière, je pense. J'ai une question à propos de l'accès à Sciences Directes. La réalité que la majorité des étudiants doctorants utilisent le site Sci-Hub. Je me demande combien d'argent dépenser pour l'accès. Bon, c'est pour cela il y a un argent considérable qui est dépensé pour l'accès aux différentes bases de données, à savoir Science Direct. La couverture est large depuis 2004. On a toute la Freedom Collection, c'est la collection principale de Science Direct. Je crois que les doctorants utilisaient le Sci-Hub parce que pour Science Direct, ils ne savaient pas peut-être qu'ils ont l'accès à Science Direct. Donc, mieux vaut le faire d'une manière légale et en toute sécurité, en évitant toutes les coupures et tous les changements d'adresse qui se font sur Sci-Hub. Puisque vous en avez accès, vous en bénéficiez. Ces ressources sont faites pour vous, pour la recherche nationale, pour que vous l'utilisez. Il faut justifier l'investissement. Il faut justifier cet investissement, tout cet argent versé pour l'acquisition des ressources électroniques. Il faut utiliser pour continuer à en bénéficier. Donc, c'est ça, vous avez une alternative pour les ressources qui sont accessibles. Donc, je vous invite à les utiliser au lieu de chercher d'autres alternatives.
Je vous remercie, Nadine. Je suis désolée d'avoir empiété sur votre temps. Merci pour vous, Madame Touria. Merci pour vos réponses et merci pour votre présentation. Je voudrais, avant de avancer sur l'agenda, je voudrais annoncer une bonne nouvelle pour tous les participants. Donc, Elsevier, pour mieux avoir accès pour les chercheurs marocains sur Sciences Directes et Scopus au Maroc, maintenant, vous pouvez accéder directement en utilisant votre compte, votre email institutionnel. Donc, je vais lancer un poll maintenant pour que vous puissiez répondre à la question pour savoir comme ça combien d'entre vous ont un email universitaire ou bien un email institutionnel. Madame Touria, vous pouvez aussi voir le poll, n'est-ce pas? Oui, oui. Très bien. Justement, cliquez sur oui ou non. Si vous avez un email universitaire institutionnel, cliquez sur oui, ou bien sur non si vous ne l'avez pas. OK, donc pour ceux qui ont déjà répondu à la question, s'il vous plaît, allez justement maintenant sur sciencesdirect.com pour vous indiquer comment activer cet accès à distance à partir de votre compte institutionnel. S'il vous plaît, allez sur sciencesdirect.com. 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 Donc, la majorité ont des comptes et des emails universitaires institutionnels. C'est vraiment une bonne nouvelle pour nous parce que à travers votre email institutionnel, vous pouvez accéder maintenant directement sur Sciences Direct sous l'abonnement de l'EMIST, CNRST. Donc, s'il vous plaît, allez justement, je vais partager mon écran. OK. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran? Oui, Nadine. Très bien. Donc, allez sur sciencesdirect.com. Vous allez avoir la page de l'accueil. Allez jusqu'au fond de la page et vous trouverez au fond de la page Remote Access. Cliquez sur Remote Access. Mettez votre email institutionnel et ensuite vous tapez sur Continue. Est-ce que c'est clair? Encore une fois, sur la page d'accueil de Sciences Direct, vous mettez sciencesdirect.com et puis vous allez directement au fond de la page et puis vous tapez sur Remote Access. Vous allez avoir une nouvelle page où vous devez mettre votre email institutionnel et puis vous cliquez sur Continue. Ensuite, vous recevrez un email sur votre boîte
inbox, votre boîte de réception sur votre email institutionnel pour activer l'accès. S'il vous plaît, faites-le maintenant pour, comme ça, pour régler les problèmes que vous pouvez avoir si vous avez manqué des étapes. Vous devez utiliser votre compte institutionnel, votre email institutionnel. Vous ne pouvez pas la faire à travers votre compte Yahoo, Gmail, Hotmail ou bien les autres comptes personnels. Vous devez l'avoir à travers votre email institutionnel. Donc, s'il vous plaît, allez sur sciencesdirect.com, puis allez au fond de la page, tapez sur Remote Access, puis sur une nouvelle page, vous allez avoir une barre où vous devez mettre votre email institutionnel. Comme ça, vous aurez l'accès à distance sur Sciences Direct à travers votre email institutionnel. Justement, vérifiez votre boîte de réception sur votre email institutionnel pour activer l'accès. Et bien sûr, quand vous aurez la confirmation de l'accès sur votre boîte de réception, vous allez avoir cet accès aussi sur Scopus automatiquement. Donc, quand vous avez fait ces étapes sur Sciences Direct, vous aurez l'accès automatiquement actif sur Scopus. Donc, vous devez avoir la confirmation sur votre boîte de réception pour avoir l'accès sur Sciences Direct. Donc, s'il vous plaît, vérifiez votre boîte de réception de votre email institutionnel pour compléter, pour finaliser l'accès à distance. OK. Pour les emails qui ne sont pas reconnus par le Sciences Direct, je vais régler cela aujourd'hui avec notre équipe technique. Donc, s'il vous plaît, essayez plus tard, aujourd'hui ou bien demain ou après-demain pour avoir l'accès. Donc, je vais régler ces problèmes. Donc, toutes les 12 universités qui sont abonnées avec l'IMIST doivent avoir cet accès à distance à travers les emails institutionnels sur Sciences Direct et Scopus. Sinon, envoyez-moi s'il vous plaît un email pour régler le problème. Ça doit être réglé durant les 48 à 72 heures prochaines. OK. Scopus. Donc, Scopus, c'est la plus grande base de données de citations et d'indexation de littérature scientifique évaluée par les pairs. Sur Scopus, vous pouvez trouver plus de 5000 éditeurs. Elsevier est parmi ces éditeurs, bien sûr. Plus de 71 millions de documents, plus de 70 000 de profils d'affiliation et d'institutions,
et plus de 12 millions de profils d'auteurs. Pourquoi utiliser Scopus? Pour identifier, analyser les revues à lire et dans lesquelles publier, pour gérer notre visibilité, le nombre de citations, l'indice H, etc., pour décider avec qui collaborer parmi les auteurs et sur quel sujet et dans quel pays. Aussi, sur Scopus, vous pouvez suivre l'impact de votre recherche et voir les tendances mondiales. Vous pouvez aussi découvrir sur Scopus ce qui existe déjà dans le monde et se différencier et trouver des nouvelles idées. Donc, Scopus a des outils intelligents qui permettent de suivre, analyser et visualiser l'impact de la recherche et les tendances du monde scientifique. C'est qui décide l'indexation de ces revues, de ces livres et de ces actes de conférence? C'est un comité indépendant. Et ce comité indépendant est regroupé parmi des experts dans les différents domaines, dans les différents pays du monde, pour sélecter et pour choisir les documents qui vont être indexés sur Scopus. C'est une couverture de haute qualité via la sélection d'un comité indépendant, Content Selection and Advisory Board. Et ce comité indépendant avec des critères transparents que vous pouvez trouver sur ligne pour la sélection des documents qui seront indexés sur Scopus. Durant l'année 2017, je veux dire, on a eu de 100 750 de titres comme candidature, comme dossier posé pour être indexé. Parmi lesquels 43 000 étaient évalués par des pairs et seulement 22 800 de ces 43 000 ont été acceptés pour être indexés sur Scopus. Pourquoi? Parce qu'ils doivent rencontrer les critères transparents que le comité indépendant utilise pour la sélection de ces titres ou bien ces documents. Vous pouvez trouver sur Scopus les types de sciences différents comme les sciences de vie, les sciences sociales, les sciences physiques et des autres. Scopus représente le monde entier. Donc, comme vous pouvez voir sur la diapositive, ça couvre tous les continents du monde entier. Sur Scopus, vous pouvez créer des alertes de recherche de citation. Vous pouvez sauvegarder les recherches. Vous pouvez faire des corrections au profil des auteurs, que ce soit votre profil. Vous pouvez aussi utiliser votre même compte que vous utilisez sur ScienceDirect et Mondelez. Vous pouvez l'utiliser sur Scopus. Et voilà, on vient d'annoncer que vous pouvez avoir un accès à distance à Scopus à travers votre email institutionnel. Et aussi après la période de confinement, cet accès à distance sera aussi activé pour tous les Marocains, tous les chercheurs des 12 universités abonnées avec l'EMIS. Donc, s'il vous plaît, activez-le le plus tôt possible pour en profiter. La recherche sur Scopus est insensible à la majuscule, insensible au caractère accentué. Donc, vous pouvez utiliser des mots sans accent et le Scopus va retrouver les deux mots
que ça soit avec l'accent ou bien sans accent. Donc, c'est insensible aux accents. Vous pouvez aussi utiliser les mots singuliers et pluriels et Scopus va vous retrouver les deux formes, que ce soit au singulier ou pluriel. Et aussi, si le mot en anglais diffère de l'anglais british ou bien américain, donc vous pouvez utiliser l'un de ces deux et Scopus va vous retrouver les deux. Vous pouvez utiliser les opérateurs booléens sur Scopus, les opérateurs de proximité, les jokers et les guillemets. Vous pouvez affiner votre recherche à travers les différents filtres à gauche sur la page des résultats. Après que vous mettiez les mots-clés et vous tapez sur Search. Vous pouvez aussi utiliser Scopus pour vous assurer que votre sujet de recherche est original à travers la page des analyses. Vous pouvez aussi sauvegarder les détails de votre recherche. Vous pouvez aussi exporter dans un fichier pour l'avoir toujours sur votre ordinateur. Vous pouvez trouver les topics of prominence, c'est-à-dire les thématiques les plus recherchées et qui ont le plus d'impact dans le domaine de votre recherche. Donc, je passe directement sur Scopus pour avoir un démo très rapidement. Donc, une question qui a été posée plusieurs fois, comment avoir la liste des revues et des livres et des actes de conférences indexés sur Scopus. Donc, si vous allez directement sur scopus.com, la page d'accueil, vous trouverez Sources en haut de la page. Vous tapez sur Sources et vous allez voilà, avoir une nouvelle page avec les résultats, la liste des revues et leurs métriques aussi. Donc, avec le site score, percentile, les citations, voilà les documents publiés par ces revues et le pourcentage de citations. Ici, vous pouvez aussi trouver le SNP, le SJR et le Publisher. Et pour avoir cette liste, vous pouvez simplement la consulter sur ligne ou bien vous pouvez la télécharger d'après Download Scopus Source List et vous allez choisir entre seulement avoir les titres hein, ou bien et aussi avec les métriques. Vous pouvez aussi limiter cette liste aux revues, journal, ou bien aux livres, ou bien des actes de conférences, ou bien trade publications, les publications de commerce. Vous pouvez aussi limiter ces sources
par le titre, le publisher, c'est l'éditeur, ou bien l'identifiant ISSN, et vous mettiez ici, si vous voulez, aussi le sujet ou bien le domaine des revues ou bien des livres que vous voulez avoir sur votre liste. Donc, c'est comment on peut avoir la liste des revues et des documents des actes de conférence indexés sur Scopus. Très vite, pour aller sur la page de l'analyse, je tape télécommunication et je cherche donc ce mot-clé et le mot-clé qui correspond à ma recherche. Donc, voilà, j'ai eu des 517 000 de documents comme résultat. Pour analyser ce résultat, je tape sur Analyze Search Results. Ici, je peux voir sur le graphe la tendance de la publication dans ce domaine. Donc, dans le domaine de télécommunications, a augmenté de publication depuis les années 2000. Et puis, il y avait voilà, le pic durant l'année 2009. Et je peux limiter voilà, le graphe depuis les années 2001, par exemple, jusqu'à 2019, parce que nous sommes toujours dans l'année 2020. Donc, il y en a des publications qui vont être publiées plus tard. Puis, je clique sur Analyze. Et voilà. Maintenant, je peux savoir si la publication dans ce domaine, ça continue à avoir un intérêt dans le monde ou bien ça va arrêter. Aussi, je peux analyser par source, c'est-à-dire par revue. Donc, ici, les revues qui publient le plus dans ce domaine est IEEE, lecture notes in computer science, including sub-series, lecture notes in artificial intelligence and lecture notes in bioinformatics. Et voilà, vous pouvez voir ça, ce sont les cinq revues qui publient le plus. Donc, vous pouvez aussi ajouter sur ce graphe des autres revues pour voir leur évolution dans la publication dans ce domaine. Vous pouvez aussi, d'après ce graphe, savoir quelle revue vous allez contacter pour publier votre recherche d'après l'évolution de sa publication dans ce domaine. Donc, si cette revue continue à publier, continue à avoir l'intérêt, donc sur le graphe, vous allez avoir un intérêt constant, donc un taux de publication constant, ou bien ça diminue, ou bien ça augmente. Il y a aussi des autres critères et des autres types d'analyse que vous pouvez utiliser pour analyser les tendances dans le domaine, dans le champ de votre recherche, par exemple par funding sponsor, c'est-à-dire l'organisme de financement qui finance le plus dans ce domaine, et les pays qui cherchent le plus dans ce domaine, les affiliations qui cherchent le plus dans ce domaine par rapport à ce mot-clé, et les documents par domaine qui sont intéressés le plus de chercher ce domaine. Donc, ici, c'est bien sûr Computer Science, le domaine le plus intéressé à chercher sur la télécommunication. Et puis, Engineering. Donc, voilà, c'est
résumé de ce qu'on peut faire sur Scopus, un aperçu général. Bien sûr, nous avons des webinaires dédiés pour chaque fonction de Scopus, pour chaque analyse, pour avoir plus de détails sur chacune. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai pour un aperçu général sur Scopus. Si vous avez des questions, mettez-les s'il vous plaît sur le questions and answers et non pas sur le chat. S'il vous plaît, j'ai un compte sur Sciences Direct. Pardon. J'ai un compte sur Sciences Direct relié à mon compte institutionnel, mais malheureusement, je ne peux pas accéder à ma boîte de réception de mon email institutionnel. Désolé, vous devez consulter votre université, votre bibliothécaire pourra avoir accès à votre email institutionnel pour pouvoir avoir accès sur Sciences Direct, accès à distance. Comment chercher un sujet qui est à la tendance? Oui, je viens d'expliquer ça sur le Scopus analyse des résultats. Donc, vous mettez simplement les mots-clés, vous recherchez et puis vous tapez sur Analyze Search Results et puis vous allez avoir le graphe qui démontre l'évolution de la publication par rapport à ce sujet dans ce domaine jusqu'à l'année 2019. Comment connaître l'indice d'impact des journaux? S'il vous plaît, rendez-vous au webinaire de demain pour avoir plus d'informations sur les métriques des revues, des articles, des auteurs. Donc, s'il vous plaît, il y a un webinaire demain. Vous pouvez savoir plus d'informations sur comment s'inscrire et comment accéder sur notre page Elsevier Africa et notre groupe Elsevier Community sur Facebook. L'accès à Scopus et à Sciences Direct à distance n'est pas seulement activé durant le confinement, ça va continuer. Juste que durant le confinement, on a activé cet accès sans être présent de l'IP de l'université. C'est-à-dire, normalement, vous devez l'activer chaque 6 mois à partir de l'IP de votre université, mais voilà, pour les raisons de COVID-19 et du confinement, on a pu avoir cet accès sans l'activer chaque 6 mois. Donc, vous pouvez justement l'activer de chez vous. Vous cliquez sur Remote Access au fond de la page. Sur Sciences Direct, vous mettez votre compte institutionnel et vous recevrez sur votre boîte de réception de votre email institutionnel les détails pour confirmer et activer votre compte.
Can we have a session on metrics used in Scopus? Yes, tomorrow we'll have a webinar dedicated for all the metrics for the author, for the articles, for the journals, and all the details are posted on our page and group on Facebook. Revues indexées, ça veut dire les revues existantes sur la base de données Scopus sont automatiquement indexées Scopus. Ah, vous voulez dire que toutes les revues qui sont sur Sciences Directes sont automatiquement indexées sur Scopus? Bien sûr que non. Scopus, c'est une base de données qui indexe tous les revues du monde qui rencontrent les critères du comité indépendant. Donc, ça n'a rien à faire avec les revues d'Elsevier et de Sciences Directes. Donc, bien sûr, toutes les revues d'Elsevier sont de haute qualité. Donc, puisqu'elles sont de haute qualité, la majorité de ces revues seront indexées sur Scopus, mais pas parce que ce sont les revues d'Elsevier, c'est parce que elles ont rencontré les critères d'indexation sur Scopus. Si vous avez activé l'accès à distance sur Sciences Directes et vous avez reçu la confirmation sur votre boîte de réception de votre email institutionnel, vous aurez votre compte activé automatiquement sur Scopus. Oui. Comment contacter les revues pour publier? Comme je vous ai montré sur scopus.com, avec l'analyse des résultats, vous trouverez les graphes avec les revues qui publient le plus. Vous pouvez justement taper à gauche sur le nom de la revue pour aller juste sur la page, le profil de cette revue. Et puis, sur le profil de cette revue, vous allez voir Journal Homepage, tapez au-dessus et vous allez être transmis à la page d'accueil de cette revue. Et sur cette page d'accueil, vous allez avoir voilà, les détails de comment postuler, comment contacter et quels sont les critères. Comment connaître la liste des journaux indexés sur Scopus? Je viens de montrer cela sur scopus.com. Vous allez sur scopus.com, page d'accueil. En haut de la page, vous tapez sur Sources. Je suis de l'université Ibn Zohr Agadir. Le remote access ne marche pas avec l'adresse mail institutionnelle. Ok, on va avoir une liste de tous les domaines des emails institutionnels des 12 universités de Madame Tourian et on va régler ce problème dans les brefs délais. S'il vous plaît, si ça persiste peut-être la semaine prochaine, envoyez-nous un email pour le régler. Ou peut-être vous pouvez justement
mettre votre requête sur un post sur notre groupe ou notre page d'Elsevier sur Facebook. Comment accéder sur Sciences Direct? OK, j'ai activé le compte. Maintenant, comment accéder sur Sciences Direct? Simplement, vous utilisez le même compte institutionnel que vous avez activé et vous allez vous devez register, vous devez vous inscrire avec ce compte institutionnel sur Sciences Direct et pour avoir votre compte activé. Donc, après l'activation de votre compte institutionnel, inscrivez-vous sur Sciences Direct. Comment? Cliquez sur Register, sur la page de l'accueil. OK. OK. Scopus, c'est la base de données d'indexation et de citation. Donc, vous ne pouvez pas télécharger les articles à partir du Scopus, mais vous pouvez, bon, si vous avez accès à Sciences Direct, Scopus va vous reconnaître et vous pouvez voilà avoir accès à ces articles. Donc, et ça va être téléchargé à partir de Sciences Direct, mais à travers le site de Scopus. Donc, simplement inscrivez-vous sur Scopus. Donc, après ça, vous choisissez les PDF. Vous pouvez justement cliquer sur télécharger. Est-ce que ça répond à votre question, Madame Loubna? Bonjour. Quelle est la différence entre Web of Science et Scopus? Donc, Web of Science et Scopus, les deux sont des bases de données d'indexation et de citation. La différence est les revues indexées. Donc, peut-être il y a des revues qui sont indexées sur Scopus, mais qui ne sont pas indexées sur Web of Science et vice-versa. Donc, et aussi la qualité. Donc, sur Scopus, la majorité des revues indexées sont dans le premier quartile. Dans le premier quartile. Donc, le premier quartile, c'est-à-dire dans les premiers 25% les plus hautes qualités des revues. Tandis que sur Web of Science, je ne sais pas le pourcentage, mais ça diffère j'ai un graphe que je peux vous montrer pour avoir plus de détails sur ce point.
Hmm. Ok, on passe à la question suivante jusqu'à ce que je trouve cette diapositive. Est-ce que l'accès sera automatiquement activé via l'email institutionnel sans création d'un module? Bien sûr que non. Vous devez, après avoir reçu la confirmation sur votre boîte de réception de votre email institutionnel, vous devez ensuite créer votre compte sur Sciences Direct avec cet email institutionnel, avec voilà, un mot de passe aussi. Et puis, ce compte sera votre compte sur Sciences Direct et Scopus. Donc, et ce compte, voilà, sera activé pour l'accès à distance. Vous pouvez directement accéder à Sciences Direct et Scopus en utilisant ce compte sans aller à travers les MIST. Donc, voilà, c'est seulement pour les solutions d'Elsevier pour vous donner l'accès à distance sur Sciences Direct et Scopus de chez vous directement à travers votre email institutionnel. Comment affiner les résultats sur Scopus? Vous pouvez affiner les résultats en utilisant les différents opérateurs booléens de proximité, les jokers et les guillemets sur la barre de recherche. Ensuite, vous pouvez aussi affiner les résultats de votre recherche en utilisant les filtres qui sont à la gauche de la page pour limiter les résultats aux données que vous voulez, aux filtres que vous allez choisir.